Bienvenue à toute une nouvelle saison du TV Laval Nouvelle. Je suis très content. Cette année, il y a plein de nouveautés, dont une nouvelle co-animatrice. Oui, salut Alex. Paul. Exact. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis contente de faire ça avec toi. Je suis très content aussi que tu sois là. Je te mets un peu de pression parce qu'on m'a dit dans l'oreille que tu venais du même coin de pays qu'Éric Salvaille. Tout à fait, Est-ce que oui. C'est dans nos gènes. C'est dans vos gènes, d'un peu cinglé. Effectivement. OK, oui. donc je peux pas vous faire peur. C'est ça, je commence à avoir vraiment une crainte, mais on sera ensemble, évidemment. Déjà, en quelques minutes, quelques heures, évidemment, avant d'entrer en ondes, on a pu fraterniser. Alors, je pense que vous aurez un nouveau show, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Et j'ai hâte de voir plus de toi, de ta folie, justement, qui va s'exprimer. Je suis un ange, Un Alex. Écoute, je vais te laisser faire tes nouvelles. On va faire les nouvelles et oui. évidemment, par la suite, on va parler avec Monica Choukassi, qui a tellement un talent de vulgarisatrice, qui est là depuis plusieurs mois pour nous vulgariser sur le domaine de l'économie, des finances. Alors, évidemment, ça va suivre dans les prochaines J'ai très hâte. Je vais aller ouvrir un cellier en attendant. Vas-y, ouvre un cellier. Ouvre un cellier aussi, pourquoi pas. Bon, parfait. C'est ça. Alors, on y va avec ce segment nouvelle tout d'abord. Le destructeur de pancartes qui est arrêté. Vous avez peut-être vu cette vidéo circuler sur la toile quelques heures après avoir démoli des affiches électorales. Le candidat à la mairie, conseiller municipal lavallois Alain Lecomte, a été arrêté par les policiers de Laval et libéré sous promesse de comparaître sous l'accusation de méfaits de moins de 5 000 $. C'est ce qu'a indiqué son rival Jean-Claude Gobé, visé par les gestes vendredi dernier. La police, elle, confirme avoir procédé à une arrestation sans dévoiler l'identité du suspect. Cependant, je suis soulagé parce que ce fut intense comme violence, a déclaré le candidat à la mairie de Laval, Jean-Claude Gobé. C'est ce qu'il a déclaré à TVA Nouvelle. Ce dernier estime que Jean-Claude Gobé n'avait nullement le droit d'installer des pancartes sur le domaine public avant le déclenchement officiel de la campagne électorale municipale, soit le 22 septembre prochain. Et d'ailleurs, la ville de Laval qui a indiqué vendredi dernier avoir reçu des plaintes de citoyens sur la présence de ces pancartes. Or, Jean-Claude Gobé dit ne pas avoir été mis à l'amende en vertu du règlement municipal. Et au cours des dernières heures, son équipe a retiré une des pancartes qui se trouvait sur les portions servitudes de la ville. En ce qui a trait au geste d'Alain Lecomte, Jean-Claude Gobé estime que c'est un très mauvais exemple de la part d'un élu. C'est inacceptable et inadmissible de la part d'un élu qui doit être en possession de ses moyens. On n'a pas à se livrer à ce type d'acte d'intimidation. Ça risque de faire perdre la confiance de la population. 124 demandeurs d'asile qui sont toujours au manoir Chemédé. C'est 124 migrants haïtiens qui habitaient toujours au centre d'hébergement temporaire, le manoir Chemédé. Ce site pouvant accueillir d'ailleurs 272 demandeurs d'asile a ouvert ses portes le 21 août sur le territoire lavallois. Il est difficile de chiffrer combien de personnes ont été hébergées depuis ce temps, car il y a beaucoup de mouvements, mais certains arrivent alors que d'autres partent, précise Francine Dupuis, PDG adjointe au CU3S du centre-ouest de l'île de Montréal. Depuis quelques jours, elle constate que les sorties des demandeurs d'asile sont plus nombreuses que les arrivées. Les migrants ont reçu un chèque d'aide sociale de 670 $ par mois le 30 août. Le gouvernement avait d'abord planifié cette distribution à un seul endroit, le Palais des Congrès de Montréal, mais a changé d'idée. Ils ont 4 semaines d'aide de dernier recours, soutient Mme Dupuis. Nous les invitons à quitter et à se prendre en main. La majorité l'a fait. Ils ont trouvé un logement et reçoivent de l'aide d'amis ou de la famille. Une vingtaine d'organismes communautaires voient au bon déroulement. Par exemple, le relais communautaire de Pont-Viau a accueilli des migrants haïtiens. Nous sommes la porte d'entrée, assure Denise Ouimet, qui est directrice générale de cet organisme. Nous nous occupons du dépannage alimentaire, du logis, des vêtements. Nous sommes rassurants pour ces personnes. Mme Ouimet mentionne que 200 familles fréquentent le relais communautaire les mardis et jeudis. On touche les plus vulnérables. Nous comptons 4100 membres. Cet organisme de première ligne, d'ailleurs, accueille 59 communautés différentes et près de la moitié des gens sont arrivé à Laval depuis moins de 5 ans. Le CU3S de Centre-Ouest, finalement, a pour mission d'assurer l'accueil et l'hébergement des migrants qui arrivaient par centaines quotidiennement à Montréal au mois d'août. Évidemment, ça a été l'un des sujets de l'été dans l'actualité. Et Mme Dupuis souligne qu'une diminution significative des demandeurs d'asile a été constatée au cours des derniers jours. Nous avons d'ailleurs fermé 2 sites d'hébergement à Montréal. Et la responsable affirme que le site de Laval ne sera pas fermé bientôt. Nous nous sommes engagés à occuper les lieux pour quelque temps, mentionne-t-elle, sans préciser la durée. C'est difficile de prévoir l'avenir, de planifier. Il y a aussi les ouragans, les tornades. On ne connaît pas le nombre de demandeurs d'asile. C'est ce qu'elle a dévoilé finalement en terminant. La Ville impose l'arrêt des travaux du Centre culturel islamique. C'est un rebondissement majeur dans le dossier de la construction d'un centre culturel islamique qui avait été décrié par des citoyens de la rue Antonio. C'était au printemps dernier.
En juillet, la Ville s'est finalement rendue aux arguments de ses résidents, a fait suspendre les travaux qui n'ont toujours pas repris. Et voilà ce qu'on a appris qu'à la séance du Conseil du 5 septembre, où l'affaire a rebondi à la Ville de Laval. Responsable technique pour les travaux de construction du centre, Mohamed El Loukid, est venu au micro pour dénoncer le service d'urbanisme qu'il juge de mauvaise foi dans les présentes négociations. On nous demande de signer un document qui n'a rien à voir avec le constat d'infraction mineure. La Ville en fait une condition sine qua non à la reprise des travaux, a-t-il signifié au maire Marc Demers, tout en lui rappelant que le projet dûment autorisé implique plusieurs millions de dollars. Et en réplique, M. Demers a exposé les faits. Outre la présence d'un sous-sol qui ne figure pas au permis, il a évoqué un problème d'usage. Il y a eu des affiches et des déclarations de fait à l'effet que ce serait un lieu de culte, a-t-il enchaîné après avoir mentionné que la demande de permis déposée à la Ville concernait la construction d'un centre culturel et communautaire, ce que permet le zonage en vigueur, voilà. Si on veut d'ailleurs ériger un lieu de culte, on fait une demande de permis pour un lieu de culte, a poursuivi M. Demers, avant d'ajouter que l'administration municipale verrait à les accompagner dans le choix d'un endroit plus approprié. Rappelons que la délivrance de permis de démolition et de reconstruction de ce genre, servant notamment de lieu de prière, avait soulevé l'ire de résidents habitant cette rue située au quadrant sud-est du chemin du Souvenir et du boulevard Curé-Labelle dans Chemédé. Ce n'est plus un centre communautaire, mais une mosquée avait lancé au maire un voisin lors de la séance du Conseil du mois de mai. L'achalandage de ce centre leur rendait déjà la vie impossible, et ce, depuis des années. S'attendait, voilà, pour dire la demi-douzaine de citoyens excédés venus prendre publiquement la parole lors de ce conseil municipal. Et tous étaient aux abois d'apprendre que l'immeuble, alors en chantier, serait 2,5 fois plus grand que l'ancien bâtiment. Et finalement, évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre de plus près ici au TV Laval Nouvelles. Voilà pour ce segment Nouvelles. On retrouve Monica Choukassi qui est avec donc Amélie pour nous parler finances. Je vais me glisser. Alex, prends le temps de répondre. Je vais respirer un peu, hein? Oui, je vais respirer un petit peu. Monica Choukassi qui va nous parler finances, oui. Et puis, on rigolait, on disait qu'elle va m'ouvrir un CELI, mais c'est ça le premier sujet d'ailleurs. Mais tu vas nous le montrer comment devenir riche, ou du moins comment s'enrichir selon notre groupe d'âge peut-être. Bien, c'est pas s'enrichir, c'est surtout prendre ton indépendance financière. Alors, dans le fond, il y a 3 groupes d'âge, 25-35, 35-45, 45-55. Puis aujourd'hui, on va parler de celui qui a 25-35 parce que c'est le plus difficile. Je me sens concerné un peu. Moi, je me sens concerné. L'étape cruciale. 25-35, oui, je me sens... oui, on peut faire du déni, c'est bien correct. Oui, c'est ça. Bien, ce qui est important, premièrement, à ce niveau-là, c'est vraiment une étape cruciale parce que c'est à la fois très excitant, puis à la fois c'est ingrat parce que, bon, probablement on sort de l'école, on commence à travailler, donc il y a comme une grosse quantité d'argent soudainement qui nous arrive. Les choix qu'on fait vont avoir une incidence pour très longtemps. Exactement. Puis on a aussi peut-être des dettes par rapport à nos études. Donc, on balance de 2 côtés, mais l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est de vouloir retrouver le couch potato de papa et maman, donc le grand confort où était. On va retourner chez papa-maman, se refaire quelques années, puis après ça, on va... Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que si on s'engage dans des dépenses importantes, si on décide de s'acheter une maison, de la meubler en neuf, d'avoir une nouvelle voiture, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, on devient étranglé financièrement. Et là, on pose exactement les mauvais gestes. Alors, mais justement, ça serait pas une sage décision d'aller vivre quelques années chez papa-maman puis mettre de l'argent de côté? Bien, la réalité, c'est que 52 des jeunes entre 20 et 32 ans vivent chez leurs parents. Oui. Mais peut-être qu'ils ne mettent pas l'argent de côté. Mais c'est ça. Alors, à partir du moment où on fait des choix judicieux, bien, le premier choix qu'on pourrait faire, c'est de prendre 10 de son revenu. On l'oublie et on continue à vivre avec le montant qui reste. Donc, tout est une question de choix, finalement. Oui, tout le temps. Tout le temps. Alors, vous voulez une maison, mais peut-être attendre, prendre un appartement un petit peu plus modeste. Puis, à ce moment-là, mais il faut mettre l'argent de côté que normalement vous auriez dépensé. Et là, l'argent va faire de l'argent. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Mais ça, en même temps, c'est toujours selon nos aspirations. Il y a des gens qui, par exemple, veulent s'acheter un condo ou d'autres, ça leur dérange pas d'être en appartement pendant 10 ans et d'avoir seulement qu'une voiture neuve. Donc,
c'est toujours aussi Ça a pas selon une d'importance, question pas de d'aspiration. Oui, c'est ça, responsabilité, exactement. c'est ça. Donc, Mais le portrait change et, c'est disons, ça. les façons pour économiser, j'imagine, peuvent Que ça- changer oui. selon le profil de la personne aussi. Bien, l'important, c'est de savoir, bon, c'est premièrement dans quel type de revenu vous avez, c'est quoi vos aspirations, mais il y a une réalité, c'est que vous allez travailler le tiers de votre vie, puis il y a un autre tiers que vous n'allez pas travailler, mais que vous allez avoir besoin d'argent pour vivre. Et il y a cette règle-là. On avait trouvé ça intéressant tantôt avant d'entrer en onde. Tu nous disais, Monica, placer que l'argent. pour placer l'argent Oui. selon notre âge, c'est une règle de oui, oui, une oui. soustraction, Ben, dans je le sais fond, pas. c'est une règle de base. Ça, c'est un premier élément sur lequel on peut se baser. C'est que vous prenez le chiffre 100 moins votre âge et ça vous donne le degré de risque. Donc, si on prend quelqu'un qui a 30 ans, on fait 100 moins 30, ça nous donne 70 de risque que vous pouvez prendre parce que vous avez toute votre vie Ouais. pour vous refaire. Et pour les travailleurs autonomes, est-ce que c'est la même règle? Mais oui, effectivement, parce que de toute façon, 10 c'est 10 que ça soit réparti sur 6 mois ou que ça soit réparti sur 20 ans, 10 c'est toujours la même chose. Tu apprends à vivre avec un petit peu moins, puis à ce moment-là, tu transiges avec ce montant-là, parce que la réalité, c'est que plus les gens font d'argent, plus ils dépensent de l'argent, au lieu de prendre des bons gestes et de mettre de l'argent de côté et de se protéger. Il y a deux réalités aussi, tu sais, pour mettons, des jeunes de 25-35 dont on parle présentement, c'est que tu as une réalité que tu n'as pas encore d'enfants, des fois, tu n'as pas beaucoup d'obligations. Donc là, tu y vas dans des dépenses peut-être plus matérielles ou des voyages ou des... tu sais, ou des C'est ça, c'est des choix. Ouais, tu veux en profiter. Tu peux faire des voyages, mais magasine ton voyage. Tu peux acheter des meubles, mais peut-être sois plus créatif, va sur des trucs comme Kijiji, va les transformer. Alors, à ce moment-là, le même montant d'argent va être beaucoup plus intéressant. Puis encore là, si quelqu'un, souvent aussi, c'est vers ces âges-là où tu as ton premier enfant. Oui. Et donc, c'est une jeune famille. Des fois, tu en as deux même en 25-35. Et là, le côté assurance commence à entrer en ligne de compte aussi. Oui, c'est la important. première chose qui est importante de dire, si toi, demain matin, tu n'as pas de revenus ou si tu as moins de revenus, qu'est-ce qui se passe? Tu es le centre. Alors, toi, tu dois te protéger, tu dois avoir une protection invalidité, tu dois avoir une assurance temporaire pour protéger soit une dette, soit tes enfants pour être sûr qu'ils vont pouvoir maintenir leur niveau de vie, investir dans un CELI, investir à ce moment-là, un régime d'épargne et études. C'est des outils extraordinaires. Mais point de vue économie qui est là, disponible, tu suggères d'avoir combien à peu près de mois d'avance? Oui, un tampon, ça prend un petit tampon. Mais ça prend au moins 3 mois. 3 mois de coussin. 3 mois de coussin. Demain matin, tu n'as pas de travail. Ça donne au moins 3 mois pour te retourner, minimum. 3 à 6 mois. Ça, c'est de base. C'est le lot de faut faire des choix. Il faut faire des choix. Si tu mets cet argent-là de côté, c'est comme demain matin, tu as une business, vous êtes des travailleurs autonomes, tu as une business, bien, tu te dis, bon, mais je vais prendre tant d'argent que je gagne, je le réinvestis dans ma business. Alors, il y a des mouvements à faire, il y a des choix à faire qui vont faire que pendant toute votre vie va être agréable. Ça. Et vous allez toujours pouvoir vous permettre des voyages, la vie agréable, mais c'est ça, il faut poser des gestes jeunes parce que plus vous êtes jeune, moins ça coûte cher de pouvoir avoir la belle vie plus tard. Et on va revoir d'ailleurs d'autres volets parce que dans les semaines à venir, 35-45. Oui, on va faire les 45, autres volets. 55 aussi. Oui. Bien, merci beaucoup, ça me Monica. fait C'était un plaisir de te rencontrer. Merci. Merci encore, toujours un plaisir. La deuxième édition du souper-spectacle Bénéfice pour les maisons des jeunes de Marigot et de Laval-Ouest aura lieu le 28 septembre prochain. On reçoit Francis Vermette. Bonjour. Bonjour. Directeur général des maisons des organismes. jeunes. Oui, voilà, des organismes bénéficiaires. Oui. C'est un plaisir de te rencontrer. Bien, moi Écoute, aussi. un artiste de renom pour cette deuxième édition. Bien oui, Dan Bigara va être notre artiste invité. Super. Est-ce que c'est toi qui lui as demandé personnellement? Non, c'est pas moi personnellement. J'aurais été curieuse de voir sa réaction tout de suite. Mais c'est un artiste qui s'est toujours impliqué pour des causes sociales, des causes pour des jeunes aussi. Là. Ouais. Donc, je vais me permettre l'espagnol, c'est un fit naturel. Oui, exactement. Et puis c'est... Non, Oui. mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Puis là, pour cette année, vous aviez un objectif de tripler
Les recettes de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Exactement. Notre objectif est rendu à 15 000 pour aider nos 2 maisons de jeunes. Et puis, l'année passée, c'était 5 000 qu'on a eu. Et puis là, maintenant, c'est 15 000. Et on est déjà rendu à 10 000. On est très contents. Est-ce que ces montants d'argent-là, s'ils ont augmenté, cet objectif-là, c'est en prévision d'un projet pour avoir plus d'argent pour le réaliser? C'est vraiment pour l'entretien. Les maisons qu'on a, c'est l'entretien, c'est de donner des repas gratuitement aux jeunes, c'est de faire de l'intervention avec eux, faire des activités avec eux. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a besoin. Budget d'opération. Pardon? Budget d'opération. Pour avoir des intervenants de meilleure qualité aussi, j'imagine. Sont déjà de qualité. Sont déjà de qualité. La face que t'as oui, c'est ça, ça voulait tout dire. On est quand même, peut pas dire l'inverse parce qu'on est à la télé. Si je dis, non, mon personnel est... Non. mais par contre, si je ramène ça un peu plus sérieux, parce qu'on le sait souvent, la Maison des jeunes, pour nous on l'a fréquenté, on est même été animateur, on a eu des contacts avec des jeunes. Puis je pense que tu t'es aperçu de ça aussi, à quel point on a un impact chez les jeunes. Souvent, on peut être des grands frères, des grandes sœurs. Des amis. Des amis, des amis. Toi, t'étais un boy ami, là. mais t'as comme un sentiment d'appartenance qui se crée avec ta Maison des jeunes. Puis des fois, c'est ta façon aussi. Des fois, c'est un peu plus, disons, difficile à la maison. Donc, c'est comme une deuxième maison pour ces jeunes-là aussi. Oui, exactement. Et on veut rendre ça familial. C'est super important qu'on ait un esprit de famille, qu'on ait un esprit d'équipe avec les jeunes, qu'on puisse travailler avec eux quand ils ont besoin pour n'importe quoi. Hein? Ils vivent une problématique, ils vivent une peine d'amour, ça va pas bien à la maison, bien, ils viennent nous en parler, puis on est là pour eux. Ils n'ont pas déjeuné, ils n'ont pas dîné, bien, on a un souper le soir 2 fois par semaine pour les aider. Mais on pense souvent à des jeunes en difficulté, mais c'est pour tout le monde. Bien, c'est ça. Non, c'est pas tout le monde. C'est comme à l'école, dans le fond. On a des jeunes de toutes les couches, toutes les classes sociales. Et puis, c'est ça qui est le fun, les interactions entre tous ces jeunes-là qui viennent de milieux. Est-ce que ça ne permet pas justement de défaire parce que des jeunes entre eux fraternisent, se rendent compte de la réalité qui est différente de l'un et de l'autre, donc permet de défaire un peu les tabous puis de pouvoir mieux socialiser? À Noël passé, c'était beau de les voir. Il y en a qui ont dit, bien écoutez, nous autres, on ne veut pas de cadeaux cette année à Noël à la Maison de jeunes parce qu'on en a déjà. Fait que nous autres, si vous avez juste un petit quelque chose, ça va être correct. Puis là, il y en avait une, elle n'avait pas de bottes. Les bottes, la semelle ouvrait. Fait qu'on est parti, puis on est allé y acheter une paire de bottes. Puis là, elle était tellement contente quand elle déballait ça de son paquet. Puis les jeunes autour étaient contents pour elle parce qu'elle avait sa paire de bottes avec du Timinou sur le bord de la botte, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun, tu sais. Ça aide la famille en plus. Ça aide la famille, tu sais. Fait que c'est des projets comme ça, pour répondre à ta question, c'est des projets comme ça qu'on fait qui vont aider les jeunes. Puis dans le fond, ça va être super le fun de voir que ils sont reconnaissants de ça. Si on vient à l'événement, comment on peut se procurer des billets? Ah, bien, vous pouvez m'appeler. Ah oui? Sur ton téléphone, on peut te texter. Oui, bien oui, il n'y a pas de problème. 514-450-52. À 3 h du matin, quand vous vous ennuyez. Oui, c'est ça. Non, vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui est 450-668-3939. C'est directement à la Maison des jeunes du Marigot. Sur pas de l'écran. Et puis, c'est ça. Et puis, dans le fond, je vais pouvoir vous donner les informations. Et pour le spectacle de Don Bigra, est-ce que ce sera une formule acoustique? Est-ce que pour les gens qui vont être présents, qui veulent s'acheter des billets, la formule aussi souper-spectacle, nous l'expliquer un petit peu? Oui, c'est ça. Il y a un cocktail au début. Au tout début, il y a un cocktail. Par la suite, on a, c'est ça, les allocutions et tout. Et le repas qui va être servi. Et pendant le repas, on va avoir le spectacle, une partie acoustique et une partie conférence aussi. OK, de Don Bigra. Oui, c'est ça. Sais-tu de quoi il va parler? Pardon? Sais-tu de quoi il va parler lors de la conférence? Moi, je garde ça secret. Je garde ça secret. J'imagine son témoignage avec des jeunes. C'est possible. Probablement. Est-ce que les jeunes vont être impliqués aussi dans la Les soirée? jeunes vont être là. C'est vraiment le fun parce qu'on a réussi à faire commanditer 2 tables de jeunes. Et il y a 12 jeunes qui vont être là. Et là, les jeunes, ce qui est le fun, c'est qu'ils doivent m'écrire. Et ils doivent nous écrire pour nous dire pourquoi ils veulent être là au souper bénéfice. Ça leur coûte rien comme de raison, mais on veut juste être certain que le jeune s'implique puis qu'il montre sa motivation pour être là. Ceux qui sont allés, qui sont venus l'année passée, ils ont adoré ça. Et là,
on veut, dans le fond, ils veulent revenir et puis on veut travailler. Il va y avec avoir eux. aussi une autre conférencière qui est la porte-parole des Maisons des Jeunes, Geneviève Moret, qui a quand même un vécu assez rock'n'roll, je crois, n'est-ce pas? Geneviève, à 26 ans, est enceinte de Nathan et a fait un AVC hémorragique pendant sa grossesse. Et elle a paralysé du côté gauche et toute une réhabilitation s'en est suivie pendant 2 ans. Et puis, vraiment une personne extraordinaire qui est avec nous, qu'on adore. On va pouvoir venir parler de son vécu. Oui, exactement. On a toujours besoin de bénévoles. Est-ce que c'est le cas? Oui. Sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes de Laval-Ouest, oui. Si jamais j'ai besoin de bénévoles. Il y en a une qui s'est manifestée dernièrement, vouloir venir nous donner un coup de main. Alors, oui, si jamais... Les parents bénévoles, des gens qui veulent s'impliquer pour leur communauté. Oui. On dévoilait l'impact que ça a, une Maison des Jeunes. C'est incroyable dans un quartier. C'est incroyable. Et cette année, c'est Aidez-nous à bâtir l'avenir de 513 jeunes. Alors, c'est les 513 qu'on aide à 2 maisons. Donc, contactez Francis sur son cellulaire à 3 h du matin pour acheter des billets. C'est fait. Si vous voulez offrir vos services comme bénévole. Payez un café aussi à 3 h du matin. Exact. Merci beaucoup. Merci. Sauvetage nautique, c'est les pompiers de la caserne 1 qui ont secouru un homme qui s'est jeté à l'eau finalement en bas du pont, Papineau-Leblanc, le 10 septembre sur l'heure du dîner. L'homme, visiblement intoxiqué, voulait se suicider, précise le chef aux opérations Christian Grandmaison. Et l'appel de détresse a été fait à 12h24 et la première unité est arrivée sur les lieux à 12h46. Tout était d'ailleurs sous contrôle, dit-on, 8 minutes plus tard. Le désespéré souffrait légèrement d'hypothermie en raison de la température froide de l'eau à cette période de l'année. Il était en état de choc. Il avait appelé le 911 en menaçant de se suicider si les policiers approchaient trop. Il a été repéré par la triangulation cellulaire, assure M. Grandmaison. L'individu avait placé des poids au niveau de ses chevilles afin de couler plus rapidement au fond de l'eau. Nous avons sauvé une vie, de conclure fièrement le chef aux opérations. Et évidemment, par ailleurs, on va surveiller aussi ce suspect d'exhibitionnisme qui est recherché parce que le service de police de Laval qui a émis un avis de recherche afin de localiser un homme soupçonné d'exhibitionnisme. Et puis l'homme se serait masturbé dans un wagon de métro entre les stations Montmorency et Cartier le 14 mai vers 8h30. Une femme a rapporté les faits à la police après avoir vu l'individu poser ce geste en se cachant le visage dans son manteau. Il aurait quitté la station de métro lorsqu'il a vu qu'elle tentait de le photographier. L'homme recherché est noir, âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure 5 pieds 10 pouces de stature mince. Ce matin de mai, il portait un pantalon gris, des espadrilles blanches et un manteau distinctif, on dit avec les lettres KS en blanc sur la manche. Toute personne détenante de l'information sur cette affaire peut communiquer avec la ligne info de la police de Laval. C'est au 450-662-4636. Incendie possiblement criminel maintenant sur le boulevard Chaumédé. C'est une odeur d'essence sur les lieux d'un incendie survenu le matin du 7 septembre à Chaumédé qui laisse croire à une main criminelle, rapporte le service de sécurité incendie de Laval. L'alerte qui avait été donnée à 5h09 pour un début d'incendie au 10-15 boulevard Chaumédé, un immeuble à logement de 3 étages. Et à leur arrivée, les pompiers ont aperçu de la fumée s'échapper d'un appartement au sous-sol, en plus de détecter une odeur d'essence. C'est un logement vacant et drôle de coïncidence. Il y avait eu une alerte générale en 2007 pour un incendie au même endroit qui avait débuté dans ce même appartement, raconte le chef aux opérations, Jean-Sébastien Roch. Et cette fois-ci, on a mis le feu à un morceau de linge et aspergé de l'essence en espérant allumer un incendie. Mais heureusement, ça n'a pas fonctionné. Les dommages au bâtiment sont très mineurs, estimés à seulement 200 $. Et par ailleurs, les pompiers qui sont intervenus au 1172 boulevard Curé-Labelle dans la nuit du 7 au 8 septembre, un mégot de cigarettes jeté dans un pot de fleurs serait à l'origine de l'incident qui n'a pas causé de dommages, heureusement, à la structure. Finalement, les pompiers qui ont été appelés sur la scène d'un accident près de la gare Sainte-Dorothée, dans lequel 2 personnes ont été blessées. Le service de train de banlieue n'a pas été interrompu pour les usagers. Vol de voitures et accidents sur l'autoroute 13. C'est 2 jeunes de 18 et 19 ans qui se retrouvent face à la justice après avoir volé une voiture pour ensuite en perdre le contrôle alors qu'ils circulaient sur l'autoroute 13 Sud samedi le 5 septembre. C'est vers 6h50 le matin. Ces individus se trouvaient à une fête le vendredi soir et aux petites heures du matin le lendemain, ils ont
ont usé d'un subterfuge pour obtenir les clés d'une Honda qui appartenait à la mère d'une jeune femme participant au même événement. Une fois sur la voie rapide, ils ont perdu le contrôle du véhicule pour se retrouver sur le toit. Ne souffrant d'aucune blessure, le duo a fait signe à un automobiliste de s'arrêter afin qu'il puisse les reconduire. Le conducteur qui s'est arrêté étant en fait un policier qui n'était pas en service. Frédéric Denis de raconter Evelyne Boudreau des affaires publiques de la police de Laval. Il a conseillé aux deux jeunes d'appeler les policiers et de rapporter l'accident. À ce moment, ils ont pris la fuite. Grâce à la description détaillée donnée par les policiers au 911, les patrouilleurs et le maître chien sont parvenus à retrouver les individus dans le parc de Roulette, situé sur un boulevard d'Agenais-Ouest. Et le passager de 19 ans a été libéré sous promesse de comparaître, de recel, défaut d'arrêté lors d'un accident et de bris de condition, tandis que le conducteur a été accusé via une comparution téléphonique et détenu alors qu'il devra se rendre visiblement au palais de justice. Ce dernier fera face à des accusations de vol de véhicule, prise d'un véhicule sans consentement et défaut d'arrêté lors d'un accident. D'ailleurs, les deux hommes sont connus des policiers montréalais, mais pas du service, de police de Laval. Amélie, tu sais pas, mais il y a une rockstar ici à la TV Laval Nouvelle. C'est pas nous autres les animateurs. Si on avait des caprices, on était excentriques. C'est pas nous, c'est Stéphanie Léveillé-Denis qui Je sais que c'est la petite rebelle. C'est elle, la rebelle. Oui, salut. Salut, ça va? Bel été, t'as Salut. passé un bel été, belles vacances? Très bel été, vous autres aussi, Ouais. c'était le fun? Oui, Vraiment? moi, je suis contente de te connaître. On a fait connaissance enchanté. tout à l'heure Notre avant présentation l'émission. live. Ouais. Donc, Amélie, Oui, c'est Stéphanie, ça va bien? Oui, très bien. Une nouvelle dynamique. Je suis très content qu'on ait maintenant une dynamique à trois pour parler des sujets. Parce Ménage que, à trois, c'est tout le temps bon. Ben, ça, c'est clair. Ben, moi, je dirais un J'y ai trip. pensé, un trip, mais un j'osais trip pas. à trois. Ouais, pour la nuit, mais pas pour la vie. Non, Ok, ça, c'est ouais, clair. on peut commencer avec ça. C'est clair, jamais pour la vie. Hey, si on jase, évidemment, tu vas continuer sur ta lancée de l'an dernier. Tu le faisais si bien. Tu nous parlais des activités qui se déroulaient sur le territoire lavallois, Tout à fait. de tout ordre. Et là, avec toi, c'est un sujet qui te passionne, la culture. Tu es une musicienne. Alors, les Journées de la culture, c'est clair qu'ici à Laval, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire ici à Laval. Les Journées de la culture, ça fait plusieurs années que c'est implanté partout au Québec. C'est pour promouvoir toutes sortes de cultures. Ça peut passer de la bouffe, les arts de la table, ça peut passer La danse. par les artisans, ceux qui vont faire de la poterie, des trucs. Et puis ça va être aussi ce qu'on connaît bien, la musique, le chant, les arts visuels. Le jeu vidéo peut être considéré comme une forme d'art. Je ne sais pas si c'est inclus cette année dans la formule, mais c'est toutes des activités qui sont gratuites. Et puis partout au Québec. Et puis à Laval, ça ne fait pas exception. Donc à Laval, on a vraiment une belle sélection d'événements. Est-ce que justement ces événements-là sont en lien avec ce que Laval est, c'est-à-dire une ville cosmopolite, une ville qui est ouverte sur le monde, une ville qui est métissée aussi? Est-ce qu'on Tout a à fait. plusieurs activités? C'est sûr que les activités sont bienvenues pour tous. Donc ça, c'est toujours important à mentionner pour la famille au complet. Il y a des activités qui vont partir piano public. Il y en a deux, entre autres, là, où est-ce que tout l'été, les pianos publics du Vieux-Sainte-Rose et de Sainte-Dorothée, les gens avaient la possibilité tout l'été de faire des demandes spéciales, les mettre dans une petite boîte. Et puis ça va être la surprise pour représenter les citoyens de ces secteurs. Donc tout ça, ça se passe samedi. Les Journées de la culture, c'est 3 jours, c'est de vendredi à dimanche. Mais Laval, toutes les activités se passent samedi. Donc grosse Le 30 journée. septembre. 30 septembre. Donc si on parle du Vieux-Sainte-Rose, on va avoir Julie Brazeau, qui est pianiste, qui va être accompagnée de 2 musiciens, qui va offrir un spectacle d'après les demandes spéciales que les gens vont avoir On va faites. faire la cet an. Grégory Charles au piano. Peut-être pas coller des shots Tu de joues par du le piano stage. aussi, Tout, Stéphanie. J'ai un piano, mais je fais des beats de drum avec. Je fais de la OK. programmation. Ah, je suis sûre que tu te débrouilles bien. T'es comme Ah, quand ça, on était jeune c'est- avec un vieux Casio, tu pars des petits beats. Puis je jam par-dessus. OK. Par la suite, dans la même veine, on a un trio Top Note qui fait du jazz dans le quartier Sainte-Dorothée. Toujours de 13h30 à 14h30. Et puis, les deux événements, c'est le temps des pommes. On vous donne une pomme gratuite. Fait que c'est bon pour les dents, ça éloigne le docteur. Que des bénéfices. Excellent. Donc, encore une fois, influencé par les messages que vous laisserez dans la boîte aux lettres, ils vont faire une sélection particulière pour le quartier, pour les demandes que les gens vont avoir faites. Donc, ça reflète l'image C'est culturelle de ce C'est quartier. intéressant. Puis tu parlais, là, on parle beaucoup de musique, mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres disciplines, mais d'autres oui. genres? Vous aimez ça dessiner? On a tout le temps fait Ouais. ça quand on était J'adore. Moi, j'ai jeunes pas de avec. talent, mais- Non, mais je suis pas pire, moi. Ça en vient bien? Ouais. Ben écoute, Je garde. on va pouvoir facile à aller se battre. pratiquer.
La murale participative, colorer la rue. On a tous fait ça quand on était kid, là, de se promener avec des crêpes. Bon, ben là, vous avez l'occasion de le faire. Exactement. Des craies, c'était... Ouais. Tout à fait. À la berge des baigneurs de Sainte-Rose, de 13h à 16h, vous venez. Il y a des pochoirs, des craies, des peintures. Ça va être fait directement sur l'asphalte de la berge. Ah, c'est tous les médiums mélangés. C'est tout le monde qui c'est est invité à faire un collectif qui va être dévoilé à la fin de la journée à 16h. Donc, vous allez être en compagnie de Lana Pichon, qui est une artiste visuelle. Qui maîtrise bien qui les bases. maîtrise, puis qui va vous donner des petits trucs pour c'est ça, que ça qui est soit intéressant. coordonné. Là. Parce que, tu sais, au-delà de participer, c'est qu'on a des gens qui, dans différentes sphères d'activité, peuvent nous donner des conseils, si on veut, à la maison, s'y lancer ou prendre des cours de... Ou même juste sur place. Des fois, on est gêné un petit peu, on voit les gens, puis on aimerait ça s'intégrer. C'est un petit peu comme quand le monde ne danse pas un show, puis là, il y en a un qui se met à danser, puis là, les autres se déjeunent un petit peu. Bien, elle est là un petit peu pour ça. L'effet d'entraînement. Ouais. L'effet d'entraînement, exactement. Mais dis-moi donc, Stéphanie, avant que tu poursuives, où on peut avoir la liste de toutes les activités? Sur le site de la Ville de Laval. Sinon, journée-de-la-culture.qc.ca, là, c'est pour tout le Québec. Ouais. Vous voulez aller voir oui. par région, par municipalité, par organisation, plusieurs façons d'aller filtrer l'information. Et puis, il y en a le vendredi et le dimanche aussi, partout au Québec. Ce que je vous dis, à Laval, c'est concentré. Samedi, c'est une grosse journée. On espère qu'il va faire beau, puis ça punch. Dans tous les secteurs, tous les quartiers, il y a quelque chose Presque qui se passe. tous les quartiers. Comme C'est là, vraiment pour toute la famille aussi. ouais, c'est toute la famille. familial. Comme là, parlant de toute la famille, on a un spectacle intergénérationnel, donc qui touche les tout petits de 7 à 77 ans. Vous avez 87 ans, vous pouvez y aller pareil. On vous laisse vous aime passer. pareil, ouais. On vous aime pareil. Donc, c'est à Laval-des-Rapides, au centre communautaire Jean-Paul Campeau. C'est de 14 h à 16 h. Donc, c'est le théâtre Bouche décousue qui nous offre une performance. La couturière, c'est l'universalité de la réparation, que ce soit par le fil qui répare le vêtement ou au niveau métaphorique, les gens, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le monde ou juste centrer soi-même, puis s'intégrer, puis se réparer soi-même. Puis, c'est-tu quoi? Puis on le constate là, avec la Place Belle qui est nouvelle ici à Laval, un nouveau centre-ville qui se construit, qui se crée et tout ça, mais c'est fou comment à quel point l'architecture dans les villes, ça a un impact sur même les statues, les œuvres d'art, les sculptures, par exemple, publiques, ça a toujours un impact sur notre vie, notre philosophie, notre façon de voir notre milieu. Puis moi, je trouve toujours fasciné par l'architecture, l'inclinaison de certaines tours, de certains bâtiments. Ça a tout été pensé, même ces petits détails-là. C'est pensé. Les urbanistes, aujourd'hui, de nos jours, c'est des artistes. Ils l'ont Totalement. toujours été, mais là, principalement à Laval, pour avoir parlé au maire récemment, au début de l'été, qui me disait des beaux projets, on va en faire de plus en plus. La Place Belle, c'est juste le début. Parce qu'il faut être fier. Développe. Tout à fait. Puis je veux pas non plus être un peu défaitiste ou fataliste, mais on a longtemps un peu pointé du doigt le stade olympique, mais n'en demeure pas moins que c'est encore une œuvre d'art quand même. C'est encore le symbole Ben, c'est de encore la le ville de symbole de la Montréal. ville quand Par même. le monde, c'est Alors, reconnu. Là. Alors, ce sera le cas pour ici, Laval, qui est en pleine ébullition présentement avec plein, comme je faisais référence, en plein de bâtiments, plein d'architectures qui se construisent. Là. Tout à fait. Puis, comme tu disais, l'environnement va déteindre sur nous. Si on est dans un endroit qui est aéré, qui est lumineux, etc., ça fait le plus léger. Ouais. Si on va dans des secteurs, si je pense au boulevard Tachereau, on a l'air tout pogné, puis je vous aime les gens de Longueuil. Là, Donc, Stéphanie, tu avais dit journée-de-la-culture.ca. Est-ce que c'est ça pour avoir tous les détails? .qc.ca. Ben, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer. Ben, moi aussi. Plaisir à nouveau, à bientôt. Bien sûr. Micheline Duff et la Révolution tranquille. Dans son 22e roman en 17 ans, Micheline Duff plonge ses lecteurs dans la Révolution tranquille au Québec, une époque vue par son personnage principal, Nathalie Laviolette. Au fil des pages du roman Un temps nouveau, elle se liera d'amitié avec une femme audacieuse et dont l'influence se fera sentir tout au long de sa vie. J'avais le témoignage d'une dame que j'avais rencontrée il y a 2 ans au musée des Sœurs de Miséricorde, où j'avais été invitée, raconte l'auteur de Sainte-Dorothée. Elle m'avait dit qu'elle avait été une battante pour la Révolution tranquille. Je lui ai demandé si je pouvais la voir pour une entrevue et elle a accepté. Un temps nouveau est donc un amalgame de faits racontés par cette femme et des amis de l'écrivaine. Micheline Duff y a aussi évidemment injecté ses propres souvenirs. La pilule, la libération de la femme, l'ouverture des premières garderies, l'avortement. L'époque a apporté avec elle son lot de nouveautés et d'expériences. Le personnage fait la connaissance d'un pilote d'avion et j'avais moi-même rencontré un pilote à l'Expo 67. Lorsqu'il venait à Montréal, on allait souper ensemble. J'ai pas vécu ce que Nathalie a vécu, mais je me suis servi de ça pour le livre. On me retrouve toujours en quelque part dans mes romans et mes enfants me le disent toujours.
Véritable machine à écrire, Micheline Duff célèbre à peine l'arrivée de son nouveau livre qu'un autre est déjà terminé, prêt à être envoyé à sa maison d'édition Québec-Amérique. Ça parle d'aide humanitaire. Une amie de ma fille est allée au Burkina Faso pendant 2-3 ans et je me suis aussi servi de ce que j'ai vécu en Tanzanie lors d'un safari. Le titre du livre sera « Il n'y a pas de problème » parce qu'il semble que c'est une phrase que tout le monde dit là-bas. Mais je ne sais pas si Québec-Amérique le retiendra. Dit celle qui a vendu 100 000 copies de son roman d'un silence à l'autre. Micheline Duff est également à terminer un recueil de nouvelles, Je me souviens, dont 16 sont déjà écrites. Elles ont tout le mot « passé » dans le titre. J'ai déjà visité Auschwitz, en Pologne, et dans une des nouvelles, j'ai imaginé l'histoire d'une Juive. Lorsqu'elle n'est pas installée devant son ordinateur à donner vie à des personnages, Micheline Duff se promène d'un salon du livre à l'autre, elle qui en visite 8 annuellement. Le chanteur King Melrose et la comédienne Charlotte Aubin réunis pour la soirée spectacle bénéfice de la Fondation du Centre Jeunesse de Laval. Pour une deuxième année, la Fondation du Centre Jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval organise une soirée spectacle bénéfice qui se tiendra le jeudi 26 octobre prochain au 308 boulevard Cartier-Ouest à Laval. Dès 18h30, la nouvelle porte-parole de la Fondation Charlotte Aubin, comédienne populaire de la télévision, que l'on peut voir notamment dans les séries Blue Moon et L'Échappée, accueillera les détenteurs de billets. Plus tard en soirée, elle animera un encan où divers objets, billets et chèques cadeaux seront remis en vente au profit de la Fondation. Le clou de la soirée débutera officiellement à 19h30 avec le spectacle de King Melrose, artiste pop-soul québécois à la popularité grandissante. Les personnes intéressées doivent réserver leur billet rapidement en communiquant au 450-975-4150, poste 4361 ou par courriel à la fondation.cg-laval@sss.gouv.qc.ca. Les places sont limitées. Pour plus de détails, consultez le site web de la Fondation à www.fondationcentre-jeunesse-de-laval.com. Eh bien là, on met quelque chose au clair d'emblée. Un pissou! Un pissou! Attendez, laissez-moi vous expliquer. J'ai déjà été une grande fan de films d'horreur quand j'étais jeune et maintenant, c'est impossible. Je ne regarde plus aucun film qui me donne pas un petit sentiment de bien-être dans mon cœur quand c'est terminé. Fait que finalement, tout de notre book, tu fais juste tout le temps l'écouter, puis c'est le seul film que tu écoutes tout le temps. Sur repeat tout le temps. Mais c'est vrai que pour Rachel McAdams, je l'octroie tout pour Gosling, c'est ça. Mais on va parler de films d'horreur parce que je pense que c'est un genre de film que notre chroniqueur Nicolas Vincent Poirier doit avoir adoré. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Mais il faut que ce soit bon. Puis pour le film Ça, It, en version originale, je m'attendais à un mauvais film parce qu'il y a tellement de romans de Stephen King qui sont adaptés au cinéma et que finalement, ils ne sont pas si bons que ça. C'est difficile de faire un bon film d'horreur. Oui, il y a des exceptions, mais il y en a tellement. Et surtout, la mini-série de 1990, It, bon, c'était un peu difficile à battre avec Tim Curry qui interprétait Pennywise. C'était mythique. C'est un film qui est un classique. Mais là, je pense que celui-là va devenir un classique parce qu'il est excellent. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais c'est ça, toi, évidemment, bon, on l'expliquait. Écoutez, juste la bande-annonce m'a terrorisée, alors c'est possible que je vais aller voir le film. Au moins, tu as fait tes devoirs, tu as vu la bande-annonce, c'est déjà un bon préambule. Tu n'as pas peur des clowns, c'est correct. Parce que, tu sais, il y a l'Association mondiale des clowns. De coulrophobie? Oui, mais la coulrophobie. Oui, ça s'appelle comme ça, mais l'Association mondiale des clowns ont découvert en 1990 que depuis le premier It, il y a de plus en plus de gens qui commencent à avoir peur des clowns. C'est ça qu'on justement, il y a eu quelques mois, ça fait quelques mois de ça, mais il y avait des clowns dans des endroits partout aux États-Unis, dans des stationnements souterrains, entre autres, qui se cachaient et qui faisaient, dans le fond, peur aux gens qui allaient à leur voiture pour déverrouiller la voiture, par exemple. Et ça a été une vague de vidéos virales parce que c'était duquel allait faire le plus peur, finalement, à une personne. Donc, le clown... le clown est... Non, mais c'est peut-être des inspirations pour ceux qui nous écoutent. Non, mais le clown fait partie des films d'horreur depuis longtemps.
Mais je pense que Hit en 90 a vraiment... Il y a quelque chose qui a commencé avec les clowns, que bon, les gens commençaient à avoir de plus en plus peur de ça. Ce qui est dommage, c'est que pour la campagne publicitaire, ils n'ont pas utilisé ce que tu viens de dire. Là. Ils auraient dû déguiser quelqu'un en Pennywise et justement faire peur aux gens, mettre ça sur Internet, puis bon, ça fait de la belle publicité. D'ailleurs, Bill Skarsgård qui fait le rôle du tu clown... l'as bien prononcé, contrairement c'est ça, tu m'as dit de le dire avant, fait que c'est arrangé, c'est moi qu'il fallait qu'il le dise, parce que je sais pas comment dire. Parce que s'ils nous écoutent, je veux pas, tu sais, là... Non, mais oui, mais c'est correct, on t'aurait aimé pareil. Mais l'affaire, c'est que Bill Skarsgård est tellement solide dans Pennywise. Et même quasiment supérieur que Tim Curry, je trouve. Oui, moi, je trouve que ce film-là est supérieur à la version des années 90. Non seulement ça, mais Stephen King a approuvé le film. C'est pas tous les films basés sur ses romans qui sont approuvés par lui. Et même que Bill Skarsgård a eu des cauchemars pendant le tournage parce qu'il est vraiment entré dans la peau du personnage. Et pour que les jeunes ados qui interprètent les personnages principaux aient des vraies réactions de peur, si on peut dire ça comme ça, le réalisateur s'est arrangé pour que les jeunes ne rencontrent jamais ni Bill Skarsgård, ni évidemment le personnage. Et quand il l'a rencontré, vers le milieu ou trois quarts du tournage, c'était pour une scène assez effrayante. Et là, quand il s'est présenté à eux, et justement, quand le clown s'est présenté à eux, les enfants étaient vraiment terrifiés. Je les comprends. Mais est-ce que c'est pas là aussi, il y a plusieurs, je pense, ingrédients qui font le succès de ce film-là. Je pense que c'est le fait que ce sont tous des enfants qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait peu vus au cinéma et qui sont tellement solides là-dedans. Stranger Things, je me rappelle plus de son nom, mais c'est ça, on l'avait peu vu quand même, la mais c'est rafraîchissant aussi de voir des nouveaux visages. Mais tu me disais tout à l'heure en joke, mais c'est réaliste quand même, tu as dit « écoute-le sur mute ». Puis ça va être correct. Alors, l'horreur est vraiment créée beaucoup avec la musique, les effets sonores. 80 des émotions qu'on va ressentir au cinéma, c'est basé sur le son. N'importe quel film d'horreur, je m'en fous à quel point ça peut être effrayant. Coupez le son. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. À la limite, c'est drôle. Il n'y a pas beaucoup de sang, beaucoup de gore il n'y a dans pas grand-chose. Non, il n'y a pas. Il y a quelques scènes. Quelques scènes, oui. Au début, il y en a une, mais bon, c'est rien contrairement à Décadence. Et j'ai trouvé que c'était peut-être aussi, tu parlais de Stranger Things, c'est encore à la mode la nostalgie des années 80. Bien, justement... on l'exploite là-dedans, c'est quand même... Bien, ce film-là, c'est un mix de plusieurs choses, parce que ce film-là a commencé en 2009 à être développé, OK? Et sans ce que James Wan a apporté au film d'horreur avec, le Annabelle, The Conjuring et tout ça, il y a un look un peu à la James Wan là-dedans, même si c'est pas lui qui l'a fait. Et aussi, justement, le look rétro des années 80, créé par Stranger Things, et ce genre de film-là, c'est un mix de ces deux choses-là qui fait en sorte que le film est tellement différent de la version des années 90. Puis les images sont belles quand même, les beaux effets spéciaux sont magnifiques aussi. Mais est-ce que c'est pas... parce qu'on parle souvent de la fenêtre, de la période de l'année dans laquelle les films sont sortis. On en a souvent parlé par le passé à TV Laval Nouvelle. Et on dirait que dès fin août, début septembre, c'est toujours une ça fenêtre... commence là. C'est horreur, là. C'est horreur. C'est horreur. Il y a moins de... On est dans la fin des films de blockbuster. On n'est pas encore dans la fenêtre des films oscarisés. On commence, là. Écoute, on commence. Mais ça bat des records, en ce moment. Écoute, le film a fait 179 millions à travers le monde, 117 millions en Amérique du Nord. C'est le film numéro 1 en Amérique du Nord. La plus grosse première fin de semaine du mois de septembre pour un film d'horreur. En plus, avec toutes les catastrophes qui se passent aux États-Unis en ce moment. Oui, bien en plus, justement, les gens... J'ai pas pensé à ça, mais tu as raison là-dessus. Les gens n'ont pas le goût aux États-Unis d'aller voir des films d'horreur pendant une si grande période de catastrophe, disons. Mais pour que le film soit sorti maintenant et pas au mois d'août, je pense que peut-être que les producteurs sont assez confiants. Je dis pas que le film va gagner des Oscars, mais peut-être pour le maquillage, peut-être... Ça va rapporter des prix. Ça va rapporter des prix. Est-ce qu'il y avait la fameuse scène d'orgie du livre de Stephen King ou ils ont enlevé ça? J'ai pas lu le livre. J'ai pas lu le livre non plus. Ah, OK, bon. Regarde, tu nous demandes, t'as pas vu le film, mais t'as lu le livre. Écoutez, je pense qu'ils doivent avoir ce qui fait ça parce que tous les jeunes... Bien, c'est sûr qu'avec les jeunes... Ils couchent avec la fille, là, à la fin, là. Donc, pour recréer comme cette espèce de connexion entre eux, en tout cas, c'est une scène... T'as lu le livre? J'ai lu le livre, oui. Mais quand même, t'es pas si épissou que ça, mais j'étais pas pissou quand j'étais jeune. Je vous le jure. Merci, Nicolas. Désolée. Merci beaucoup sur ces mots très édifiants. On s'en va. À la prochaine. Merci.
Plusieurs nouveaux visages à la rentrée du Canadien à Laval sur le lac. La journée du 11 septembre a marqué la rentrée officielle du Canadien de Montréal avec la tenue de son tournoi de golf annuel au club de golf de Laval sur le lac. Et plusieurs nouveaux visages ont pris part à ce premier bain de foule médiatique. Le visage du Canadien était fort différent sur les verts lavallois et il le sera tout autant, on peut le constater, sur la glace lors de la prochaine saison. Rappelons que Carey Price, Max Pacioretty, Thomas Plekanec, Shea Weber et Marc Bergevin brillaient par leur absence l'an dernier afin de représenter leurs pays respectifs dans le cadre de la Coupe du monde de hockey. Jonathan Drouin, Karl Alzner, Jacob Jerabek, Joe Morrow, Mark Streit, David Schlemko, Aleš Emski et Peter Hollins sont les petits nouveaux d'ailleurs pour la troupe de Claude Julien. L'ancien attaquant du Lightning de Tampa Bay, le Québécois Jonathan Drouin, amorcera un nouveau départ avec le Canadien. J'ai bien hâte, c'est une nouvelle équipe pour moi, a souligné Drouin qui a passé son été avec le capitaine du Canadien, Max Pacioretty. Je suis vraiment chanceux puisqu'il m'a pris un peu sous son aile. On s'est entraînés ensemble et cela a été bénéfique pour moi de traduire les paroles du gars des Laurentides. Évidemment, Drouin s'est fait poser quelques questions sur la position à laquelle il évoluera lors de la prochaine campagne. J'ai déjà joué au centre, précise-t-il, au niveau midget, bantam, pee-wee. J'ai toujours joué au centre. L'entraîneur Claude Julien le voit d'ailleurs très bien cette position. Malgré le départ de plusieurs vétérans à la ligne bleue, Markov, Yemelin et Beaulieu, le DG du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, d'avis qu'il s'est finalement amélioré et qu'il est parvenu à le faire pour ce qui est de la défensive du CH. On est une meilleure équipe que l'an dernier à pareille date, surtout en défensive, a-t-il déclaré devant les médias. On a amené des joueurs qui bougent bien la rondelle. Les arrières, Karl Alzner, Jacob Jerabek, Joe Morrow, Mark Streit et David Schlemko qui ont été acquis durant la dernière saison morte. La nouvelle campagne s'ouvrira le 5 octobre face aux Sabres de Buffalo. D'ailleurs, Nathan Beaulieu enfilera cet uniforme. Le match d'ouverture du Canadien se tiendra le 10 octobre face aux Blackhawks de Chicago au Centre Bell. D'ici là, la troupe de Julien amorcera les joutes préparatoires face aux Bruins le 18 septembre à Boston. Hockey Région Laval et les associations de hockey mineur ont dévoilé les noms des formations des catégories Atome à Midget 2A de la nouvelle structure qui bouge cette année. Les noms choisis sont les Marquis et les Citadelles pour les équipes de l'Ouest et les Riverains et Sénateurs pour celles de l'Est. La formation, en fait, c'est plutôt les formations juniors 2A porteront les noms des Marquis de Laval-Ouest et des Sénateurs de Laval-Est. Un concours a permis à 4 gagnants de remporter leur montant d'inscription à leurs associations de hockey mineur pour la saison 2017-2018. Suite à leur participation au sondage, a fait savoir la porte-parole de Hockey Laval, Martine Deschamps. Rappelons que cette structure est administrée et gérée par les dirigeants des associations de hockey mineur et encadrée par Hockey Laval. Celle-ci regroupe 2 secteurs, l'Est, Montreuil, Laval-Est et Express, et Ouest, soit Laval-Nord et Delta. Les Loups amorcent la saison en force. Les Loups de curé Antoine Labelle ont écrasé les Cactus du collège Notre-Dame par le pointage de 49-7 lors du match inaugural le 2 septembre au stade Ray Miller. La troupe de Philippe Berthiaume avait un message clair à ses adversaires de la catégorie juvénile. Il faudra être prêt. Dès le premier jeu de la rencontre, l'entraîneur a commandé un jeu truqué conduisant au toucher d'Anthony Renaud qui a franchi 75 verges jusque dans la zone payante. Les autres majeurs ont été l'œuvre de Benjamin Madran, 2 à 2 reprises, Andrew Dauphin, Anthony Bartellus, Xavier Tremblay et John Nicky Giraud. Le botteur Alexandre Eldib a réussi 7 convertis. Le corps arrière Xavier Tremblay s'est illustré quand même, complétant 12 de ses 15 passes. Il a réussi 4 passes de toucher, accumulé 303 verges par la voie aérienne, dis-je bien. Et si l'attaque a inscrit 7 touchés, le défensif a aussi eu son mot à dire. D'ailleurs, l'attaque des Cactus a franchi la ligne des 55 à seulement 2 reprises. Zachary Gauvreau a notamment réalisé un gros jeu avec une interception. Ce fut un moment décisif de la rencontre, affirme Berthiaume. La défensive a été très agressive. Le souhait de l'entraîneur-chef en 2017 est de faire mieux que l'an dernier, où les Loups, d'ailleurs, avaient perdu en finale du Bol d'Or contre l'équipe à battre, le Séminaire Saint-François. Nous avons plusieurs joueurs expérimentés et une équipe équilibrée, analyse celui qui a amorcé une 4e saison comme entraîneur-chef de la Meurthe. La rivalité entre le Collège Laval et les Loups est présente depuis quelques années chez les formations de football des catégories cadettes et benjamines. Elle pourrait se transporter chez les juvéniles alors que les Maraudeurs ont fait le saut parmi les grands d'ailleurs aussi en 2017. C'est le 31 août aujourd'hui et c'est la grande ouverture de la Place Belle de Laval. TV Laval est là pour vous. Suivez-nous.
chez vous et merci d'être présent dans cette belle journée. Il y a bientôt 3 ans que nous avons procédé ici même à la première pelletée de terre. Alors, c'est 3 ans de travail qui, finalement, prend forme. C'est unique comme concept, comme édifice au Canada. C'est unique pour plusieurs raisons. 2 glaces communautaires et une glace dédiée à Evenco, un des plus grands producteurs de spectacles au monde, et à notre équipe de hockey, le Rocket de Laval. Nos enfants pourront côtoyer les membres du club école du Canadien de Montréal, des vedettes, des futures vedettes, ainsi que des athlètes olympiques ou de calibre international. Pour nous, ce concept-là est précieux. C'est aussi unique à cause de la technologie qui est présente dans l'édifice. C'est une technologie, en fait, compte, qui a ce qu'il y a de mieux et qui nous rend uniques comme édifice. Le milieu sportif amateur attendait ces nouvelles glaces avec impatience depuis plusieurs années. Ce milieu a de très grands besoins et la Place Belle va venir combler une bonne partie de ces besoins-là. Vous remarquerez à ma droite la patinoire de hockey. Elle est à la disposition des équipes mineures. Elle permet d'asseoir aussi 500 spectateurs. Remarquez la glace olympique à ma gauche, donc à votre droite. Et évidemment, nos jeunes athlètes pourront y pratiquer leur sport favori et ça peut accueillir 2500 sièges. Vous verrez tout à l'heure un amphithéâtre de 10 000 sièges à la fine pointe de la technologie. Les Lavallois auront donc le bonheur de voir chez eux de grands spectacles d'artistes du niveau national ou international et aussi des athlètes pouvant provenir de différents endroits au pays ou même de d'autres pays pour des compétitions. D'ailleurs, parlant de spectacle, le Cirque du Soleil inaugurera le premier spectacle dans la programmation culturelle de la Place Belle. On pourra y assister à des événements sportifs de grande envergure. Les Lavallois pourront venir ici encourager leur équipe de hockey, notre équipe, le Rocket de Laval. Le match inaugural est prévu pour le 6 octobre. À ceci s'ajoute une vaste place extérieure, une place publique, qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes pour des événements festifs à l'extérieur. Le travail des 3 a permis de respecter l'échéancier et les budgets. Merci. Les retombées économiques de la Place Belle seront immenses. L'amphithéâtre va drainer vers le nouveau centre-ville des milliers de personnes chaque semaine. La pratique du sport amateur sur les 2 glaces communautaires va engendrer une activité intense 7 jours sur 7. Chaque jour, nos jeunes sportifs vont y croiser des athlètes professionnels, des Olympiens. Et pour nous, c'est précieux. Quoi qu'il en soit, les Lavallois disposent maintenant d'un lieu exceptionnel, d'un lieu rassembleur, d'un lieu emblématique qui fera rayonner notre ville à travers l'Amérique et même du monde entier. Pour compléter, j'aimerais vous dire, vive la Place Belle et bienvenue chez vous. Merci. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez être satisfait de votre décision d'avoir ramené l'équipe école à Laval? Je pense en premier, j'aimerais que les Lavallois soient fiers de leur équipe et de les événements que Evenco va amener, de leur amphithéâtre, puis ça va rassembler la communauté. Et vous, qu'est-ce qui va dire, oui, ça a été une bonne décision? Il y a plusieurs choses, mais on veut amener beaucoup d'événements. On veut que l'équipe soit gagnante et une source de fierté aussi. Alors, pour nous, on veut remplir l'amphithéâtre autant que possible.
présentement avec M. Donald Audette. Bonjour, M. Audette. Allô. Grande journée aujourd'hui. Vous êtes dans l'organisation déjà du Rocket de Laval parce que vous êtes recruteur pour le Canadien? Exact. Moi, je suis recruteur pour le Canadien de Montréal. Ça fait bientôt 6-7 ans. Et qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, le fait que le Rocket se retrouve à Laval? Bien, c'est sûr que ça va nous donner une chance de les voir une fois de temps en temps quand on n'est pas dans une petite aréna amateur. Pour nous autres, je pense que le fait d'avoir le Rocket à Laval va donner peut-être une inspiration à nos jeunes de venir et de les voir évoluer et un jour peut-être espérer accéder à prendre leur place. Et ici à Laval, j'imagine que ça doit être sensible, vous devez avoir des belles émotions, des beaux souvenirs parce que vous avez évolué ici dans les Titans de Laval en 89. Oui, exactement. J'ai commencé en 86 au Colisée Laval. Le Colisée était daté de 32 ans à l'époque et ça fait déjà 30 ans. Fait que c'est sûr qu'on n'avait pas les mêmes installations, mais pour nous autres, pour moi, de revenir à Laval, avoir une équipe à Laval, ça rappelle de beaux souvenirs, surtout pour les partisans puis les Lavallois. Et vous devez faire plusieurs amphithéâtres dans votre job. Quand vous voyez ici les installations, la fine technologie, c'est inspirant pour ça? Oui, c'est beaucoup inspirant. Je dirais, j'en ai vu des arénas depuis une dizaine d'années, amateurs, même au cours de ma carrière. Puis, d'infacilité, c'est avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, c'est une des belles arénas qu'on s'est offert. Et je peux dire qu'avec toutes les facilités que ça a, ça va aider nos jeunes à essayer de se rendre à leur plein potentiel. Et parlant de plein potentiel, il y a un autre lien qui vous lie au Rocket de Laval, c'est que votre fils fait partie de l'alignement. Exact. Il a joué, il a évolué à Saint-John l'an passé à Terre-Neuve. C'est sa première année. Cette année, ça va être sa deuxième année. Il espère, comme tout le monde, de monter un jour en haut. On ne se cachera pas que c'est sûr qu'il va commencer à Laval et essayer de percer le grand club. Et pour le papa que vous êtes, est-ce que j'imagine que c'est le fun de savoir que ça sera pas loin de la maison? Exactement. Ma femme était très heureuse de ça, c'est sûr. Terre-Neuve, je pense qu'ils sont allés 2 ou 3 fois l'an passé. J'ai vu peut-être 2 parties live. Et cette année, on espère en voir un petit peu plus, mais ma femme va être participer à toutes les parties, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Audette. Si, ça fait plaisir. C'était Caroline Lessard à la Place Belle pour TV Laval. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute pour ma première émission avec toi. Ça a bien passé. Ça a super bien été. Je pense que oui. Tu as bien pris soin de moi. Oui, quand même. Oui, tu m'as ménagé. Ben oui, une petite bromance comme ça. Tout à fait. Puis à chaque semaine, ça va être... Ça va éclore. Ça va éclore, ça va s'épanouir. Belle comme tu es. Tout à fait, jusqu'à temps qu'on se marie. Ben oui, exactement. D'ailleurs, là, j'ai déjà mon jaune. C'est prêt. Tiens-toi prêt. Je sais. Mais quand même, il va falloir que tu me courtises. Ah, je t'ai courtisé. T'es-tu dur à causer? T'es-tu dur à... Je suis pas une fille facile. T'es pas une fille facile? Okay. Non. Moi, en plus, j'aime ça les filles faciles. Non, c'est pas vrai. Oh my God! Je vais arrêter de dire. OK, donc si on revient à l'émission, je voudrais remercier nos concentre-toi si tu veux que je dise que t'es bonne jusqu'à la fin. Je me concentre. Monica Choukassi, merci. Francis Vermette, Stéphanie Léveillé-Denis, Nicolas Vincent Poirier, qui est enfin heureux parce qu'il passe à la télé, et Caroline Lessard. Oui, Caroline Lessard, effectivement. Puis, moi, je te remercie beaucoup. Puis, non, vraiment, je suis très content de notre première édition. Et puis, j'invite tous les gens, évidemment, à être à l'écoute. Ce rendez-vous tous les dimanches. Mais en plus, tous les dimanches, c'est le fameux bingo ici à TV Laval. Et puis, c'est toujours cette même formule, c'est-à-dire 3 500 $ à gagner, dont 2 000 $ la carte pleine. Donc, évidemment, plusieurs dépositaires que vous pouvez aller consulter sur notre site Internet, le tvrl.ca, de même que toutes les émissions. Est-ce qu'on a le droit de jouer? On a le droit de jouer aussi. On a le droit de gagner. Oui, on a le droit de s'acheter même des cartes, fait qu'on va aller s'installer tantôt. Mais entre-temps, évidemment, on vous dit à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, tous les dimanches matins, ici, à TV Laval, c'est bingo. Salut! À la semaine prochaine! Bye!